Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Il est manifeste que le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, n'aime qu'une presse vassilisée qui chante ses réalisations imaginaires. Les médias critiques sont voués aux gémonies, classés ennemis de la nation, dans un système politique qui empêche toute critique ou toute voix discordante. À sa politique, la presse libre sera toujours au banc des accusés, quoi qu'elle fasse, alors que nous vivons des moments terribles dans notre pays où le chef de l'État, en l'occurrence M. Ahmed Tebboune, peut faire le procès d'un journaliste sans qu'il soit même jugé par la justice. De Khabarji à qui finance qui, les chefs d'accusation ne manquent pas. Ils sont même taillés sur mesure pour montrer du doigt et jeter en prison tout journaliste libre et indépendant. Et les exemples ne manquent pas. Le système médiatique reflète la nature du système politique. Le système médiatique algérien a été construit depuis 1962 sur la propagande. L'ouverture médiatique de 1990, permise par l'ouverture politique de 1989, n'a été en fait qu'une parenthèse vite refermée par les décideurs. Le système médiatique sous feu Bouteflika a été noyé sous une perfusion de titres de presse qui n'étaient même pas lus par leur propre rédacteur en chef. Il ne s'agissait pas que de canaux de captation et de détournement de milliards de dinars de la publicité étatique. Les chaînes de télévision offshore ont été utilisées comme support de propagande qui verse jusqu'aujourd'hui dans la diversion, la haine, les discriminations et l'abrutissement des masses. Ces médias apparaissent comme un véritable danger pour la cohésion nationale, menaçant le tissu social. Que restait-il du champ médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, a laissé la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, à un unanimisme ruineux pour la démocratie. Ils ont réussi à dévitaliser l'intelligence de nos jeunes, à stériliser le champ politique et à assécher toutes les initiatives de la société civile. Il est évident que nous sommes dans un état de paralysie totale. On observe un jeu complexe entre un pouvoir qui semble s'essouffler et une opposition politique qui peine à s'unir et à proposer une alternative claire. Le pouvoir, affaibli par des crises internes, fait face à un manque de renouvellement et de légitimité. L'opposition, quant à elle, manque de cohésion et peine à s'imposer comme une force politique crédible. La question qui s'impose, y a-t-il une élite ou une opposition réelle qui assumera sa responsabilité pour sauver la maison Algérie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Algérie, une presse aux ordres d'un système clanique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Kamel Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis le Québec, le Canada. J'espère qu'il ne fait pas très froid, bien sûr, c'est Kamel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Kamel Mouktifi, Azul Filaoun. Azul Nassar, bonjour à toute l'équipe de Maghrébia, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Kamel Mouktifi. Bonsoir aussi à l'invité, je ne sais pas c'est qui, mais j'espère que ça va être lié à ça. C'est un ami et que vous connaissez très bien. Voilà, Lias Djubaili, notre ami Lias Djubaili qui est avec nous, toujours élégant, avec sa cravate qui est magnifique. Lias Djubaili, ingénieur, économiste, militant politique, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Merci Nasser pour l'invitation. Je salue l'équipe Maghrébia et surtout aussi
notre ami militant Kamel Mortafi, bien sûr. Merci encore pour votre invitation. Merci. Comme ça. Merci beaucoup. Merci Lies et merci à vous aussi Kamel Mortafi. D'abord, on va revenir, avant de donner la parole à nos invités, de quelques réactions donc, sur les réseaux sociaux, mais aussi de quelques titres de la presse nationale concernant, bien sûr, aujourd'hui, c'était le procès de Fethi Gharras. Fethi Gharras, donc, coordinateur donc, du MDS, qui a été, qui a été au tribunal de Hussein Dey, et le renvoi à l'audience du 14 octobre, donc pour la semaine prochaine. Son procès a été reporté pour le 14-10-2025. Vous êtes en train de voir donc cette photo des avocats de Fethi Gharras, et lui-même aussi, son épouse, Msaouda Chabala, et d'autres. Voilà, donc le renvoi à l'audience du 14 octobre du procès de Fethi Gharras. Rappelons qu'il était mis sous contrôle judiciaire à cause de sa participation à une émission télévisée où il a critiqué donc la dernière entrevue du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. La condamnation aussi aujourd'hui de l'universitaire, l'historien Mohamed Lamine Belghit. On va commencer avec ce titre, Affaire Belghit, la justice rend son verdict. Donc Mohamed Belghit a été condamné, on appelle, à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. TSA, sur la même question, procès, on appelle de Mohamed Belghit, le verdict est tombé. Donc attitré TSA, tout sur l'Algérie. Cap DZ Mokri, donc libération controversée d'Abdelrazak Mokri, une médiation turco-israélienne en question. Attitré donc Cap DZ, un journal électronique algérien, et bien sûr on va revenir sur cette note de cette autorité nationale indépendante, on va dire indépendante, de régulation de l'audiovisuel, donc l'ANIRA, donc anciennement l'ARAV, et le Soir d'Algérie aussi, par rapport à la question de Mokri, ou la trahison d'un pseudo-zaïm, attitré le Soir d'Algérie. Voilà, donc on va commencer avec Soundbite One, nos amis de la régie, le communiqué donc, de l'ANIRA, anciennement l'ARAV, l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel. Indépendante, on ne sait pas. On regarde. أكدت السلطة الوطنية لضبط السمع البصري في بيانها أنها تتابع باهتمام بالغ التغطيات الإعلامية والتفاعلات التي أعقبت الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمشاركة الجزائرية في مبادرات إنسانية داعمة لقضية فلسطين، وانطلاقا من أحكام القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، لا سيما المواد التي تلزم بتحري الدقة والموضوعية في معالجة المعلومات، دعت السلطة كافة الفاعلين في مجال خدمات الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية. في هذا الإطار ذكرت بوجوب التحقق من مصادر الأخبار وتفادي بث محتويات تحريضية أو ذات طابع تشهيري. كما أعربت السلطة عن رفضها القاطع لمحاولات بعض المؤسسات السمعية البصرية إصدار أحكام أو توجيه اتهامات دون سند، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وبأخلاقيات المهنة. وأكدت أن حرية التعبير وواجب التحفظ وجهان متلازمان في أداء رسالة الإعلام، وأن النقاش العمومي المشروع لا يمكن أن يبرر المساس بالأشخاص أو التشكيك في ثوابت الموقف الوطني، مشددة على أن الجزائر ستظل كما كانت دائما داعمة لقضية فلسطين وشريكة في كل الجهود الإنسانية والسياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال. اختتمت السلطة بيانها بالتشديد على أنها لن تتوانى في تفعيل صلاحياتها القانونية إزاء أي إخلال بالضوابط المهنية أو خرق للقوانين والتنظيمات السارية، وذلك حرصا منها على صون مصداقية الإعلام الوطني وصورته في الداخل والخارج. Voilà, donc la note ou le communiqué de l'ANIRA, cette autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, bien sûr.
Un point très important, c'est que ce communiqué a disparu 24 heures après. Donc, il a été supprimé. Pourquoi? On ne sait pas. On va essayer de comprendre. D'abord, je vais commencer avec vous, Kamal Mouktifi. Kamal Mouktifi, sur donc, ce report de procès de Fethi Gharras, j'aimerais avoir votre aperçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Fethi Gharras, bien sûr, pour revenir un peu en arrière par rapport à ce procès qui concerne donc Fethi Gharras, il a participé à une émission télévisée, North Africa, Shamal Ifriqiya Television. Donc, il a critiqué la dernière entrevue du chef de l'État, Al-Majid Tebboune. Il a utilisé des termes. Il était sous contrôle judiciaire. Et on a vu, bien sûr, une émouvante vidéo de sa femme, de son épouse, Saouda Chabala. Aujourd'hui, donc, devant le tribunal, et son procès a été reporté pour la semaine prochaine, donc le 14. Votre réaction? Oui, on s'indigne devant cet acharnement du pouvoir sur ce couple. C'est un couple qu'on connaît bien, Fethi Gharras et sa femme Saouda Chabala. C'est des militants, cadres de parti. Là, il est chef de parti, de MDS, donc déclaré, dont les sièges sont fermés par le même pouvoir. On ne sait même pas pourquoi, donc un dossier vide. Donc on ferme un parti démocratique comme ça, sur une décision comme ça arbitraire. Et puis on les laisse, soit on les met en prison, parfois on les interpelle, parfois. C'est-à-dire qu'on chamboule leur vie. C'est des gens qui ont décidé de faire de la politique, lui et sa femme. Et faire de la politique, c'est un droit en Algérie. Critiquer le chef de l'État n'est pas interdit. On a critiqué Bouteflika, on a critiqué Chadli, on a critiqué Zeroual, on a critiqué tout le monde, mais on n'a jamais vu cette fragilité d'esprit qui frappe Tebboune au point de mettre en prison tous ceux qui citent son nom, tous ceux qui critiquent sa gestion, parce que c'est un faible d'esprit. Il est faible d'esprit. Voilà, on le voit quand il fait des émissions comme ça, des rencontres avec la presse, comment il se substitue à la justice, il prend des positions, il déclare, on a vu par rapport au procès de Hassan al-Qadi, par rapport à d'autres, il a pris des positions que la justice n'avait pas encore tranchées, parce que c'est un bonhomme plein de haine, plein de rancune. Il n'a pas les qualités d'être un chef d'État. Il a les qualités, il a juste les qualités d'un simple citoyen qui n'est pas capable d'être érigé à un rôle comme ça de président ou de gérer les affaires de l'État. Donc on voit Fethi Gharras et sa femme, on a entendu que sa maison, ils l'ont carrément retournée pour chercher quoi? Est-ce qu'il cache les missiles de Hamas à l'intérieur de sa maison? Non, je ne pense pas. C'est un couple qui a toujours appelé à manifester dans le pacifisme durant le Hirak. C'est un couple qui critique le pouvoir de manière pacifique. C'est un couple que je n'ai jamais entendu de leur part un appel à la violence. Au contraire, ils sont responsables et ils sont plus responsables que ces gens-là qui les dérangent, qui veulent les mettre en prison. Donc, tout mon soutien, il faut notre message destiné aux Algériens. Cette indifférence n'est pas bonne. Ne restez pas dans l'indifférence quand vous voyez comme ça des cadres politiques, même si vous ne partagez pas leurs avis. Ne les laissez pas dans l'indifférence, comme ça, faire subir l'injustice de ce pouvoir. Merci. Très très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktifi. Liaj Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? Kamal Mouktifi est en train de dire qu'il appelle le peuple algérien à ne pas rester dans l'indifférence par rapport aux abus, par rapport à ce qui se passe en termes de liberté, en termes aussi de liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le renvoi à l'audience du 14 octobre, la semaine prochaine, dans une semaine, on ne sait pas, est-ce que Fethi Gharras sera condamné? Votre réaction? Mais ma réaction, c'est une indignation. Je m'indigne. Il a si bien dit Kamel, nous indignons l'acharnement contre un couple de militants
pacifistes qui ont fondé un parti un parti qui est suspendu. Fethi Harras, tout le monde le connaît, c'est une personne, c'est un militant qui milite de façon pacifique, il a des convictions propres à lui, qui lui reviennent, et comme n'importe quel citoyen militant, et qui est jaloux de son pays et qui veut que les choses changent de façon pacifique, forcément. Si j'essaie un petit peu, si vous permettez, cher Nasser, peut-être, c'est lié suite à son intervention sur le Maghrébia. J'ai revisionné et il a été invité comme n'importe quel citoyen pour dire ce qui se passe dans notre pays, pour parler de l'absence de la démocratie, pour parler de cet arsenal aussi autoritaire qui s'abat sur le peuple. Mais finalement, son arrestation, lui et d'autres militants, il faut remonter le cours de l'histoire, la chronologie. C'est la révision constitutionnelle de 2020 qui a renforcé l'ordre constitutionnel autoritaire. On a constitutionnalisé la répression, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez constitutionnalisé la répression, vous avez donné la possibilité de déroger aux droits de liberté au nom de l'ordre public, de je ne sais pas quoi, de la sécurité des constantes nationales. Mais maintenant, ils l'ont fait exprès, ils n'ont pas mis des garde-fous. Tout ça pour incriminer toute personne qui parle ou qui s'exprime librement. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle est condamnée définitivement en Algérie depuis la révision constitutionnelle de 2020. La preuve, on ne va pas revenir sur l'histoire, l'article liberticide 87 bis, tout le monde le sait. Tant de militants qui ont été incarcérés sous cet article-là qui a complètement anéanti, détruit des militants, leur vie, leur famille, tout ça, et c'est la conséquence. Et nous voyons aussi, c'est dans la continuité de la répression. Nous nous indignons, bien sûr, mais c'est dans la continuité de la répression. Il n'y a pas d'autre choix, ce régime, que la répression. Mais je suis d'accord avec Kamel, il ne faut pas que le peuple reste indifférent, il faut que le peuple comprenne que sa vie, son destin, son avenir, il est confisqué, il est réprimé sous cette répression qui devient féroce, totale. Elle est où cette liberté ? Elle est où cette liberté ? Elle est où la vie d'abord ? La vie, tout d'abord, c'est la vie. C'est quoi la vie ? La vie mérite d'être vécue. Quand vous vivez sous une chape de plomb répressive et à chaque moment vous attendez à une descente des services secrets ou des agents de sécurité ou des agents de police qui viennent violer votre maison, elle l'a dit si bien son épouse Saouda Chabala, et je lui rends hommage, elle l'a dit, qu'est-ce que vous venez ? Il y a rien ici, nous avons que des livres. Et Shara ou le Menzel, c'est la même chose, elle l'a dit. C'est la même chose, vous imaginez. Et ça, Fethi Harras et d'autres militants, et d'autres journalistes, et d'autres aussi, Tajadid, l'Alami, et tant d'autres militants. Et je m'excuse pour ceux que j'ai oublié leur nom. C'est des centaines qui se retrouvent derrière les barreaux, dont on a oublié quasiment l'existence. C'est ça le pays, c'est ça l'indépendance. Non. Cette indépendance, je vous le dis honnêtement, elle a été confisquée de façon définitive par une caste qui ne cherche aucun intérêt pour le peuple. Restez avec nous, Lias Jubaili. Bien sûr, ce procès de Fethi Harras a coïncidé aussi par le procès, on appelle, de l'universitaire Mohamed Lamine Belghiti, qui a été condamné donc aujourd'hui à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Votre réaction par rapport à cette condamnation, Kamel Mouktefi. Je me rappelle, on en a fait une émission. Bien sûr, ces propos sont condamnables et vous étiez contre qu'il soit donc jeté en prison. Mais ces propos aussi ont fait un tollé, si on peut dire, de réaction, mais aussi des Algériens qui ne comprenaient pas pourquoi donc ces déclarations dans ces moments.
Quelle est votre réaction à cette condamnation de Mohamed Lamine Belrite à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis? Certainement, je ne vais pas m'interposer entre la justice et lui, hein. Donc, il est en train de subir l'effet boomerang. Donc, Hmm. boomerang, c'est quelque chose. Il est en train c'est l'arroseur arrosé. Donc, il est frappé par le même système qu'il a toujours défendu. Donc, lui et les gens comme lui qui ont toujours soutenu le système de manière aveugle, qui ont soutenu l'injustice exercée par ce pouvoir, qui ont soutenu l'illégitimité d'un pouvoir qui a détruit la société sur tous les plans identitaires, culturels, religieux, tout ce que tu veux. Il a perverti tout. Cette personne-là de Belrit que vous avez présenté comme un universitaire, malheureusement, je le dis malheureusement, il enseigne à l'université. Donc, pas forcément celui qui enseigne à l'université est un intellectuel. Donc, non. Et on sait en Algérie comment on donne des diplômes, comment on donne des postes, comment on nomme des... Il y a toujours matière à discuter là-dessus. Peut-être que c'est un universitaire, oui, mais moi, je ne lui donne pas le crédit d'avoir le statut d'un intellectuel, parce qu'un intellectuel, il doit être responsable et conséquent quand il essaye d'influencer la société à travers ses pensées. Lui, il a toujours appelé à soulever le peuple, une partie du peuple contre une autre, à ignorer les réalités historiques d'un peuple, et avec une haine, avec un acharnement. Je l'ai vu, j'ai écouté plusieurs fois ces vidéos, mais le problème, où est-ce qu'il est? C'est l'absence, c'est la fermeture Hmm. médiatique. Si les médias étaient ouverts à tous les spécialistes, à tous les intellectuels, à tous ces gens-là qui pensent, qui réfléchissent, qui sont positifs, ce Brett n'aurait pas eu même pas 30 secondes devant une caméra dans une chaîne de télévision, parce que il sera pas invité. Il sera pas invité parce qu'il n'est pas conséquent, il n'est pas consistant. Et Hmm. il ne connaît rien. Je veux le dire, hein, il ne connaît rien. Je l'ai vu dans des débats avec ses pairs, avec des historiens et tout ça. Il a toujours versé dans la calomnie, dans la critique non fondée, tout ça. C'est la fermeture. Et c'est le même pouvoir qui a favorisé son émergence sur la scène médiatique, qui lui a donné sa place pour débiter des insanités comme ça, des imbécilités. Et ensuite, c'est le même pouvoir qui le met en prison. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire? Hmm. Sincèrement, si j'ai le pouvoir de faire quelque chose pour lui, je vais juste appeler le pouvoir public à libérer les médias pour que ce brevet tombe dans comment ça s'appelle, dans l'oubli. Il faut qu'il tombe dans l'oubli parce que ces gens-là, ils sont néfastes. Ils sont néfastes à la société. C'est juste tout ça, mais sinon, qu'il passe 10 ans de prison, qu'il passe 5 ans, Wallah ma'ala bali bih. Je l'ignore carrément comme il m'ignore moi en tant que berbère. Mais Très je bien. lui Hmm. souhaite pas de subir je lui souhaite pas de subir l'injustice. Hmm. Je vous dis juste que je l'ignore comme il a voulu m'ignorer moi en tant Et qu'Amazigh. je me rappelle que vous avez fait même un poste où vous étiez contre donc son emprisonnement. Restez avec nous, Kamel Mouktifi. Elias Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est on parle de la liberté d'expression, beaucoup donc ont réagi par rapport à ces déclarations donc de Mohamed Lamine Belrite, qui a été, rappelons-le, donc condamné aujourd'hui, on appelle à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Beaucoup de colère par rapport à ces déclarations, mais est-ce qu'il mérite la prison aussi? C'est ça la question. Oui, je rejoins, on va dire, je rejoins sur les points essentiels ce qu'il vient de dire Kamel. Attention, parce qu'ici, il faut bien analyser les choses, parce qu'il y a la liberté d'expression liée à la question identitaire non réglée. C'est-à-dire, si vous distinguez la liberté d'expression à part, parce que dans les pays européens, dans les nations développées, dans les nations démocratiques, au sens noble du mot, démocratie, quand on parle de la liberté d'expression, elle n'est pas liée à la question identitaire, parce que la question identitaire a été réglée dans ces pays. En France, on ne parle pas de question identitaire. Dans d'autres pays, on ne parle pas de question identitaire. Elle a été réglée depuis des siècles, point. Au fait, chez nous, le problème,
au fait, c'est le cumul de plusieurs problèmes. Le problème central, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, je suis libre. Est-ce que la liberté d'expression, est-ce qu'elle est absolue ou pas? C'est ça, maintenant, il faut se poser la question. Deuxièmement, cette liberté d'expression, qui est derrière cette liberté d'expression? Qui est derrière ces propos? Ces propos sont inacceptables, intolérants, parce que ça traverse l'histoire de l'Algérie. Sur ce point-là, que la majorité du peuple algérien est d'accord. C'est-à-dire travestir une histoire, une identité, un parcours, une histoire, une culture, ça c'est inacceptable, intolérable. Maintenant, est-ce que c'est lié? Est-ce que ça mérite la prison? Je dis non. Honnêtement, non. Personnellement, ça m'engage que moi. Et je le dis honnêtement, moi je suis amazir. Peut-être il est de Tibsa et peut-être il est un Mazir, donc maintenant il a nié son identité qu'il est un Chaoui, c'est ça, c'est son problème. Maintenant qu'il se considère qu'il est une autre identité, c'est son problème. Maintenant, à partir du moment où cette identité elle est partagée, parce que nous sommes tous, comme il vient de dire, on est berbère, on est un Mazir, donc on n'a pas à travestir cette histoire. Deuxième point. Maintenant, c'est la question quoi qu'il en soit, la question identitaire, donc culturelle, linguistique et sociétale en Algérie n'est pas du tout réglée. Elle est même, je dirais que même, elle est en train de se complexifier via des processus de singularisation ou de démarcation de telles régions par rapport à d'autres. C'est très important. Donc peut-être le peuple algérien a compris qu'il est un Mazir. Mais est-ce qu'il faut aussi qu'on comprenne aussi, qui derrière ce problème? Lui, parce qu'il est issu du système. Mais le système a voulu faire en sorte de diviser pour creuser ceci. Et pourtant, le Hirak Lies, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, nous a donné une vraie leçon quand il est sorti, donc dire que il n'y a pas de différence entre nous, qu'il soit Chaoui, qu'on soit Kabyle, qu'on soit Mzab, qu'on soit d'autres régions, on est tous algériens. Oui, absolument. En fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'essaie de raisonner, de dire que le devenir de notre pays, c'est de le vivre ensemble, et nous sommes tous des Berbères, ou nous sommes tous, même si nous ne sommes pas Berbères ou d'autres, l'Algérie, chacun trouve son soleil en Algérie. Mais l'identité du peuple algérien, la matrice génératrice de la nation algérienne en tant qu'existence, c'est l'identité amazigh. Et comme lui, c'est un professeur d'histoire ou historien, c'est pas la même chose. Un historien et professeur d'histoire, c'est pas la même chose. Maintenant, il le sait, parce que si c'est un professeur d'histoire dans une grande université algérienne, il sait pertinemment que le peuple algérien est amazigh. Maintenant, qui l'a poussé à dire ces propos intolérables, inacceptables, inadmissibles, et ça blesse, je comprends que ça blesse le peuple algérien. Est-ce que c'est pas le système? Est-ce que quelque part, c'est le pouvoir algérien qui est responsable de cette fracture? Parce que nous, le Hirak, quand je dis nous, c'est le peuple. Le peuple est uni. Le Hirak, il fait pas de différence. C'est-à-dire que nous sommes tous algériens avec nos particularités culturelles différentes, mais nous sommes un seul peuple. Mais il faut dire que notre matrice, elle est amazigh. Mais qui derrière ces propos intolérants, c'est lui. Mais c'est le système quelque part. Donc dans cette équation qui est très complexe à analyser, le premier responsable, c'est le pouvoir, c'est le régime, c'est le pouvoir qui est toujours instrumentalisé la question identitaire pour casser tout. De dire attention telle région à telle région. Le Hirak, il est venu pour réparer l'irréparable. Mais lui, il n'est pas du Hirak, il est du côté du système. C'est pour plaire au système. Et finalement, il a été fouetté par le système. Maintenant, absolument. Il a même défendu donc le feu Gaïd Saleh. Je pense. Oui, vous voulez très rapidement, Lies. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon, ce match. Quelque part, vous rappelez Gaïd Saleh, lui, il a interdit, je veux dire, l'emblème amazigh. Quelque part. Absolument. Reste avec nous, Lies Jubail.
Euh, et on va revenir aussi par rapport donc à ce communiqué qu'on vous a fait passer, le communiqué donc de l'ANIRA, l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, et ses titres. Libération controversée d'Abdelrazak Moukri, médiation turco-israélienne en question. Le soir d'Algérie est parti encore plus loin. Makri, ou la trahison d'un pseudo Zaïm, a titré le soir d'Algérie. Voilà. Donc, bien sûr, ça fait réagir. Et là, bien sûr, Makri était avec cette flottille de Somoud, donc pour briser l'embargo sur Gaza. Cette autorité donc a réagi. 24 heures après, le communiqué a disparu, bien sûr. Et là, on se pose la question, pourquoi le communiqué a été publié par cette autorité et pourquoi après 24 heures, il a été supprimé. Mais on va essayer de comprendre, donc on va essayer de revenir un peu en arrière et comment les médias en Algérie, les médias étatiques fonctionnent. Et en 2019, on se rappelle très bien quand le NTV a accusé Bourgaha d'être un faussaire, d'être un faux moudjahid. On regarde. المدعو الأخضر بورقعة هو في الأصل أحمد بورقعة تقمص اسم أخيه الأخضر. كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي في منطقة الألب الفرنسية بين سنتي 1954 و 1956 ليذهب إلى أرض الوطن في عطلة ويلتحق بالثورة التحريرية. أحمد بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة خاصة في القضايا المصيرية للوطن، وهو من الأشخاص. Voilà, mais aussi on va revenir en 2017. Si vous vous rappelez, Ahmed Tebboune était nommé donc Premier ministre ou chef du gouvernement. Et on se rappelle très bien donc Nahar, qu'est-ce qu'elle a dit donc sur lui. On regarde. تبون المنتشي بما يسمى شرعية الإنجازات في قطاع السكن لعب على وتر البهرجة الإعلامية بدل معالجة الملفات وتصحيح الاختلالات. تبون كسب شعبية افتراضية غير دائمة بدل المراهنة على إحداث ثورة في الذهنيات وفي آليات التسيير. تبون وبإجراءات شعبوية وبقرارات ارتجالية أخطأ في تقدير حقيقة الوضع وفتح الباب أمام ميلاد مافيا جديدة تحتكر كل شيء عبر نظام رخص الاستيراد، خنق السوق الوطنية وزاد من حالة الاحتقان. من العاصمة امتطت الطائرة وصل إلى باريس مرورا باسطنبول وصولا إلى مولدافيا. ومن لا يعرف هذه الدويلة، محرك البحث جوجل طريقكم لمعرفة الوجه الآخر لمولدافيا. في باريس أراد تبون أن يتحدى مؤسسات الجمهورية بسياسة الأمر الواقع بلقاء غير رسمي مع نظيره الفرنسي. الرئيس بوتفليقة لا يتلاعب وأدب على طريقته الخاصة. Voilà, donc le rôle de cette autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel indépendante, à vous de juger. Mais en 2017, on a vu donc ce reportage contre Ahmed Tebboune. Presque qu'on l'a accusé d'être Khaïn ad-Dar, comme il l'a dit lui-même donc dernièrement. Kamel Mouktifi, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit des contradictions comme ça? Il y a un contraste qui est vraiment qu'on ne peut pas cacher, et surtout la liberté de la presse, l'arabe, donc où cette autorité qui remet à l'ordre une presse soi-disant qui dépasse ses limites. Après, donc le communiqué il est retiré. On accuse Abdelrazak Moukri donc d'une médiation turco-israélienne en question. C'est la vraie chalouta. On n'arrive plus à comprendre comment ces médias fonctionnent, comment cette autorité fonctionne. Kamel Mouktifi. L'odeur qu'on sent à travers toutes ces publications nauséabondes à gauche et à droite sont réellement
issu d'une guerre de sérail pour organiser la succession de Tebboune. Vous savez que Tebboune ne sera pas candidat à la présidentielle en 2029 parce qu'il a droit jusqu'à deux mandats selon la Constitution. Mais ceux qui disent, Kamel Mouktifi, sur ce point, je m'excuse, hein, parce qu'il y a un débat qui n'est pas, bien sûr, officiel, on va dire, sous les tables, qui dit que peut-être il y aura un changement et qui appelle même à Majid Tebboune un troisième mandat. Et peut-être même ils vont changer la Constitution. Juste entre guillemets, si Kamel. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à un troisième mandat de Tebboune parce que les tractations ont déjà commencé et l'empreinte de Erdogan sur l'actuel pouvoir, il est réel. Et les pro-turcs qui sont au sein du sérail autour de Tebboune, il y a des pro-turcs, il y a d'autres qui sont des pro-français, il y a des pro-russes et tout ça, mais les pro-turcs qui sont majoritaires actuellement autour de Tebboune, et c'est eux qui essayent de forcer la main à ce qu'on mette en avant un larbin de Erdogan en la personne de Abdelrazak Moukri, soi-disant, le prépare. Vous l'avez vu, avec ils sont en train de encore une autre fois d'instrumentaliser la question palestinienne pour se donner des bains de foule, pour se donner une image, pour se faire une pré-campagne, voilà, pour donc vous pensez que vous pensez, si Kamel, que ces titres, parce que on a compris, peut-être essayer de faire passer des messages, parce que Moukri peut-être a des ambitions présidentielles, c'est ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, le clan pro-turc au sein de la présidence et au sein du pouvoir, ils sont directement dirigés par les hommes d'affaires installés en Algérie par Erdogan, et c'est les mêmes qui ont fait toute cette campagne autour de Moukri, et la réaction à côté, les anti-turcs, eh ben, ils ont réagi à travers le soir d'Algérie, les autres organes qui ont fait que c'est des réactions, c'est un jeu à l'interne. C'est un jeu à l'interne, et puis tout de suite, il y a donc intervention de l'arabe, il y a intervention des cercles pro-turcs pour faire pression pour laisser la personne de Moukri loin de ce jeu-là. Mais c'est clair, c'est une guerre de succession qui s'annonce, et Moukri, c'est pas en allant à Gaza. En allant à Gaza, c'est pas Gaza qui voulait sauver. En allant à Gaza, c'est se profiter de l'occasion pour se donner une image d'un héros. D'ailleurs, vous l'avez vu comment ils l'ont présenté sur les médias sociaux, dans son cercle de communication. Il y a toute une campagne derrière lui pour le préparer, pour celui qui va libérer Gaza, c'est Moukri. Alors, ça répond à ce jeu-là. Donc, je pense que le costume, il est plus grand que lui, et il devait comprendre qu'il ne sera ni président ni candidat. Très bien. Lies Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez de cette cacophonie? On n'arrive plus à comprendre un communiqué qui remet à l'ordre donc les journaux, la façon donc de rapporter la question de la flottille du saumon. On a vu des titres, Moukri ou la trahison d'un pseudo-Zahim. Le journal aussi Nahar, c'était la même chose. Libération controversée d'Abdelrazak Moukri, une médiation turco-israélienne en question. 24 heures après, le communiqué donc, de cette autorité a disparu. Comment peut-on lire donc ce qui se passe par rapport à cette question? Très très compliquée, c'est l'équation, c'est le jeu des cercles du pouvoir occulte en Algérie, et plusieurs clans. Donc Kamel, il vient de l'expliquer judicieusement. Maintenant, Moukri, il est parti en Palestine, certes à Gaza pour la flottille de Somoud. La cause, elle est louable, la cause, elle est noble, la cause, si on
on prend que la dimension humaine, c'est tout à son honneur pour cette cause, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a des arrière-pensées? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une force derrière qui l'a poussé aussi, quelque part? Oui et non. Nous savons très bien qu'il aurait été libéré, on met ça au conditionnel, c'est une coordination entre les autorités turques et les services secrets israéliens, donc forcément parce qu'il était dans les eaux territoriales internationales ou israéliennes, forcément s'il a accepté qu'il soit libéré, ça veut dire qu'il a dû signer une décharge. Quand on signe une décharge, il a reconnu de facto l'existence de l'État d'Israël, il faut dire les choses, parce qu'il était dans les eaux territoriales. Maintenant qu'il a poussé à faire ça, est-ce que ceux qui l'ont poussé, c'est le clan anti-turc ou pro-turc? Je pense pas que... On sait pas vraiment qui l'a poussé. Peut-être, il a exploité, forcément, il y a une exploitation, ça c'est sûr, une exploitation pour sa propre personne. Peut-être qu'il se prend qu'il est présidentiable sur le court ou le moyen terme, on ne sait pas. Est-ce que Tebboune va finir son mandat? Est-ce que ce Tebboune, il va faire un avenant au niveau de la Constitution pour rempiler pour un troisième mandat? Les questions, les portes sont ouvertes. Les analyses spéculatives, elles sont à table. Maintenant, le dernier communiqué, Attaf remercie les autorités jordaniennes. Attaf remercie, ça c'est de façon officielle, c'est un canal officiel. Attaf remercie les autorités algériennes d'avoir libéré des Algériens. Pourquoi Attaf n'a pas remercié les autorités turques? La question elle est là. Quelque part, parce que les autorités turques qui sont derrière la libération de Mokri. Ça veut dire qui a actionné Attaf, pour qui l'a actionné. Il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères, toute la politique étrangère de l'Algérie, elle est dictée par le cercle le plus puissant, qu'on le veuille ou non. Est-ce que c'est le cercle pro-français? Est-ce que c'est le pro-russe? Est-ce que le pro-turc? Il y a tellement de clans qu'on a du mal à trouver le vrai. Mais en le poussant de la sorte, est-ce qu'ils ont anéanti, ils ont mis fin à toute son ambition présidentielle aussi? Mais est-ce qu'on peut poser la question de la diversion, Elias Jubaili? Est-ce qu'on est dans la diversion et que le pouvoir veut qu'on parle des choses que peut-être n'ont pas de sens ou parler des vrais problèmes? Est-ce qu'on est dans la diversion? Ces titres-là, on n'arrive pas à les comprendre. Ces attaques, bien sûr, mais aussi ce communiqué. Le communiqué après qu'il a été supprimé par cette autorité. C'est activé. Il faut savoir que toute la presse nationale, la presse privée, elle est au service des décideurs. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Si on veut vraiment analyser les choses, toute cette presse qu'on trouve en Algérie, An-Nahar, Al-Khabar, Liberté, toute cette presse, c'est-à-dire la ligne éditoriale, elle est déjà dictée. Elle est déjà dans les cartons avant qu'elle sorte. Maintenant, qui derrière? C'est les clans. Les clans avancent son propre pion, si j'ose dire. Les ministres n'ont pas été nommés comme ça. Chaque clan a nommé son ministre. Qui a nommé le premier ministre, c'est Brelib, qui était ministre de l'Industrie, on ne sait pas. Qui a poussé aussi quelque part Mokri à partir à Gaza, pourquoi les autres ne sont pas partis? Quelque part, est-ce qu'il y a un clan pour mettre fin à ses ambitions présidentielles et nous sortir un autre candidat? Donc, on ne sait pas finalement, mais la vraie diversion, mais le vrai problème de l'Algérie, c'est que le budget de 136 milliards avec un baril de $65. Et c'est ça la question. Le quotidien de l'Algérie, le quotidien de l'Algérien, il est complètement, confisqué à jamais. Et nous, on est Reste avec nous, Lies, parce qu'il me reste 2 minutes et j'ai une question pour vous chacun, très rapidement. Kamel Mouktifi, je vais commencer avec vous. Kamel, vous avez commencé votre intervention et vous avez déclaré que le peuple ne doit pas rester indifférent
par rapport à la situation que nous vivons, donc en termes de répression, en termes aussi de liberté et de droit. La question que je voulais me poser, peut-être on aura d'autres occasions à la poser et vous donner plus de temps pour répondre. C'est aussi la responsabilité de l'élite et de cette opposition responsable par rapport à la situation que nous vivons. Vous avez parlé du peuple et par rapport donc à cette élite et cette opposition responsable que je dirais. Très rapidement, Kamal Mouktefi. Rapidement, mon constat, c'est que l'élite responsable en Algérie, capable de provoquer le changement, elle est minoritaire. Elle est vraiment, vraiment minoritaire. Maintenant, ce n'est pas tous ceux qui parlent à la télévision qui font partie de l'élite. Ce ne sont pas tous ceux qui sont connus sur la scène médiatique qui font partie de l'élite, parce qu'il y a une élite responsable qui est capable de guider le peuple. Il y a une élite, une pseudo-élite qui a surfé sur sur les réactions citoyennes, sur le Hirak, pour se faire une place médiatique. Et cette élite-là, elle est très dangereuse. J'ai rajouté quelque chose à ce danger-là. La fermeture médiatique exercée par ce pouvoir depuis 12-12, de 2019, depuis la fermeture du Hirak, est très dangereuse aussi parce qu'elle a déplacé les auditeurs vers des plateformes de propagande. Au lieu de laisser les médias ouverts à la parole critique et dans le respect des lois, dans le respect de la déontologie, de l'éthique, ça aurait donné l'occasion à l'émergence d'une nouvelle élite, ce qui va enrichir la société, et c'est ça même qui va sauver l'État de la déliquescence et des risques qui la touchent, parce qu'il y a des risques actuellement, il y a un mouvement international, ça bouge, ça bouillonne partout, et demain, si la société sort dans la rue, il faut cette élite-là responsable, il faut ces organisations-là pour encadrer la société malgré ce pouvoir. Mais nous ne sommes pas là. Merci. Désolé Kamal, je vous ai pressé, mais c'est une question qui est très importante. Je vous promets qu'on va y revenir par rapport à cette question. Ce que vous venez de dire est très pertinent. Elias Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? On a poussé les Algériens à aller dans la rumeur, à aller à des influenceurs. Cette fermeture donc, du champ médiatique nous a mené aussi à une situation qu'on ne peut plus maintenir. On est dans la déliquescence, comme l'a dit Kamal Mouktefi. Tfadal, c'est Elias. Alors pour moi, en fait, si Kamal dit qu'il y a une élite minoritaire, moi je dis que le peuple reste, les élites partent. Le peuple reste à jamais parce qu'il est chez lui, il est sûr. Et les élites partent. Les élites se renouvellent. Il n'y a pas d'une élite qui est constante. L'élite, c'est pas une constante, c'est une variable. Donc les élites qui partent, les élites qui n'ont pas répondu présent, malheureusement parce que c'est le contexte, il y a d'autres élites qui vont venir. Mais par contre, le peuple reste. Le peuple ne doit pas rester indifférent par rapport à la situation, par rapport à sa vie, par rapport à son avenir, par rapport à son destin, par rapport à l'avenir de ses enfants. Parce que ça engage notre pays. Donc, il faut une autre élite ou une élite, celle qui n'a pas bougé. Il faut qu'elle trouve d'autres moyens pacifiques pour remettre la charrue, pour repartir de plus belle. Je dis la charrue, j'ai pas dit le train, parce qu'il faut revenir aux choses naturelles de la vie. C'est normal. Donc, le peuple n'est pas lié, il n'a pas signé un contrat avec l'élite. L'élite, elle part. Les élites dans tous les pays du monde, dans toutes les nations du monde, depuis la naissance de l'humain, se renouvellent. Il n'y a pas d'élite. C'est comme un match de football. Un milieu de terrain ne peut pas rester à vie. Il y a toujours des remplaçants qui remplacent. Mais par contre, le peuple, il est là. C'est son destin qui est entre ses mains. Donc, il ne faut pas qu'il reste indifférent par rapport à cette situation qui devient plus qu'inquiétante et je dirais même alarmante. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Barakallahu fik. Je peux vous confirmer, vous assurer que vous serez toujours titulaire dans cette émission. Il n'y aura pas de remplaçant. Merci à vous. Kamal Mouktefi, universitaire et militant politique, vous étiez avec nous donc, depuis le Québec. Et Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.
يعطيكم الصحة وبقوا على خير.